Je m'appelle Adrien Morel, j'ai 35 ans, et parfois, j'ai du mal à croire à ma propre vie. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur à succès, un de ces hommes dont les journaux économiques parlent avec des titres pompeux. Le prodige de la tech française, l'enfant de Polytechnique devenu millionnaire. La dernière évaluation de ma société m'a attribué une fortune de près de 400 millions d'euros. Même en le disant, cela me paraît irréel. Je vis à Paris, dans une maison suspendue au-dessus de la Seine, faite de verre et d'acier, où chaque matin je me réveille aux côtés d'Élise, la femme que j'aime plus que ma propre vie, et de Mathis, notre fils de 6 mois, une boule de lumière aux yeux d'un bleu presque impossible. Quand il rit, on dirait que le monde s'arrête. De l'extérieur, tout semble parfait. L'argent, la reconnaissance, les soirées mondaines, le vin, les sourires forcés des magazines. Mais cette perfection n'est qu'une façade, un vernis brillant posé sur un cœur fissuré. Et ces fissures viennent de loin, de mon enfance, de mes parents, André et Claire Morel. J'ai grandi dans un petit village de Bretagne, où le ciel gris semblait avaler tout espoir. Mon père, André, tenait un garage. Ses mains étaient dures, couvertes d'huile et de colère. Il criait souvent, trop fort, trop vite. Il frappait parfois. Pas parce que j'avais fait quelque chose d'horrible, mais parce qu'un verre s'était renversé, parce que je respirais trop fort, ou simplement parce qu'il était fatigué de sa propre vie. Ma mère, Claire, ne levait jamais la main, mais son regard suffisait, froid, coupant, comme une lame. Je n'étais pas un fils pour elle. J'étais une erreur à supporter. Nous n'étions ni pauvres ni riches. Nous vivions dans une maison propre, mais sans chaleur. Les repas étaient silencieux, les journées longues, les soirs pleins de rancune. À 15 ans, j'ai compris que si je restais là, je deviendrais comme lui, un homme usé, hargneux, qui ne rêve plus. Alors j'ai fui, j'ai étudié sans relâche. J'ai décroché une bourse pour l'école Polytechnique et à 18 ans, j'ai mis les pieds à Paris pour la première fois. Ce fut une révélation. Le monde était plus vaste que le bitume mouillé de mon village. À 25 ans, j'ai lancé ma première start-up. À 30, je l'ai vendue pour 200 millions. À 35, ma deuxième entreprise, une plateforme d'intelligence artificielle, était valorisée à plus d'1 milliard. J'étais devenu l'un des plus jeunes millionnaires de France. Mais l'argent n'efface pas les cicatrices. Il n'efface pas les nuits où je me suis recroquevillé dans un coin pour ne pas entendre mes parents se hurler dessus. Il ne transforme pas un père brutal en homme aimant, ni une mère glaciale en femme tendre. Quand l'argent a commencé à couler, j'ai voulu tout réparer. J'ai rénové leur vieille maison en pierre, j'ai fait planter un jardin, j'ai payé les travaux du toit. Puis j'ai acheté pour eux une villa en bord de mer à Dinard, un bijou de verre et de lumière, avec une vue sur l'océan. Je leur ai offert une voiture de luxe, payé leurs assurances, leurs factures, leurs vacances. Chaque mois, je leur versais 10 000 euros de poche. Mais la gratitude n'est pas une monnaie courante. Très vite, les appels ont recommencé. « Adrien, la télévision est trop petite. Adrien, ton père veut agrandir le garage. Adrien, tu pourrais financer un petit projet pour ta mère ?» Je cédais, encore et encore. Je croyais pouvoir acheter la paix, peut-être même l'amour. Mais plus je donnais, plus il réclamait. C'est Élise qui a vu ce que je refusais de voir. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules avec cette légèreté propre aux femmes sûres d'elles. Son regard, vif, tranchait la vérité. Un soir, elle m'a dit doucement « Adrien, tes parents ne t'aiment pas pour qui tu es. Ils t'aiment pour ce que tu représentes, ton compte en banque. » J'ai ri, mais son rire à elle ne l'a pas suivi. Nous nous étions rencontrés 7 ans plus tôt, lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle à Lyon. Elle était journaliste indépendante. J'ai aimé sa façon de poser les questions, directe, sans flatterie, avec une curiosité sincère. Je lui ai proposé un café après la table ronde. Depuis, elle ne m'a plus quitté. Quand Mathis est né, j'ai cru que ma vie touchait enfin la perfection. Le tenir dans mes bras, sentir ses petits doigts agripper les miens, c'était comme réapprendre à respirer. Je lui ai juré qu'il ne connaîtrait jamais la peur, jamais la solitude que j'avais vécue. Mais le bonheur, je l'ai appris, est une flamme fragile. Et le vent, cette fois,
venait de ma propre famille. Le 14 juillet, fête nationale, Élise m'a convaincu d'aller passer quelques jours chez mes parents en Bretagne. Ce sont tes parents, Adrien. Peu importe le passé, Mathis doit connaître ses grands-parents. J'ai accepté à contre-cœur. 3 heures de route sous un ciel changeant. J'avais le cœur lourd, comme si je retournais dans une maison hantée. La villa que je leur avais offerte brillait sous le soleil. Ma mère m'a enlacé trop fort, trop longtemps. « Regarde-toi, mon fils, s'il réussit, tu n'as pas oublié ta famille, au moins. » Mon père m'a frappé dans le dos d'un geste brusque. « Je suis fier de toi, gamin. » Je lui ai souri sans conviction. Élise m'a lancé un regard tranquille. « Calme-toi, tout ira bien. » Mathis dormait dans ses bras, paisible. Ma mère l'a presque arraché à Élise, l'embrassant avec des mots sucrés que je ne lui avais jamais entendu prononcer pour moi. « Mon petit ange, il a ton nez, Adrien ?» Élise a souri poliment, mais ses doigts se sont crispés autour de son sac. Le soir, nous avons dîné ensemble. Ma mère avait préparé une dinde rôtie avec fierté, comme si elle attendait des invités de marque. Mon père, lui, ne cessait de parler de son nouveau projet d'affaires. « Si tu me prêtais un peu d'argent, Adrien, j'ouvrirais un grand atelier ici. »« Ce serait rentable, tu verras. » Je hochai la tête, juste pour éviter le conflit. Je voulais que le dîner finisse. Cette nuit-là, Élise et moi avons dormi dans la chambre d'amis, Mathis dans son petit berceau à côté. Je ne trouvais pas le sommeil. Quelque chose me rongeait. Le regard de ma mère, trop attentif, trop possessif. La façon dont mon père parlait d'argent, encore et encore. Je me disais que je devenais paranoïaque. Ce sont mes parents, pensais-je. Ils ont leurs défauts, mais ils ne me feraient jamais de mal. J'avais tort, tellement tort. Je ne savais pas qu'au matin, ma vie basculerait. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux, jetant une lumière pâle sur la chambre d'amis. Je me suis levé le premier, encore engourdi par une nuit de rêves agités. En bas, j'entendais les bruits familiers d'une maison en éveil. Des casseroles qui s'entrechoquent, le sifflement de la bouilloire, les pas secs de ma mère sur le carrelage. Je descendis. Elle préparait déjà le déjeuner, dans cette frénésie qu'elle avait toujours avant une grande journée. Mon père, lui, lisait le journal dans le salon, un café à la main, les lunettes glissant sur le bout du nez. Il m'aperçut et lança « Viens donc, Adrien, j'ai quelque chose à te montrer dehors. » Dans le jardin, il avait bricolé un petit carré de fleurs, des chrysanthèmes rabougris, à moitié fanés. Il en parlait comme s'il avait créé un chef-d'œuvre. Je hochai la tête, feignant l'admiration. Dans la maison, j'entendais les rires d'Élise et les gazouillis de Mathis. Pendant un instant, tout semblait normal, presque paisible. Puis ma mère lança depuis la cuisine « Adrien, Élise, vous devriez aller chercher quelques courses. Il manque des choses pour le repas de midi. » Elle ajouta d'un ton faussement doux « Laissez-moi Mathis. 15 minutes, pas plus. Je m'en occuperai comme une reine. » Élise hésita. « Vous êtes sûre, Claire ? Il est un peu grognon ce matin, dit-elle. « Allons donc, répondit ma mère en riant. J'ai élevé Adrien, non ? Un bébé, c'est rien du tout pour moi. Allez, profitez-en pour souffler un peu. » Mon père approuva d'un signe de tête. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais je n'ai rien dit. Nous avons pris la voiture, conduisant jusqu'à la supérette du village. Nous avons traîné 10 minutes à peine, achetant du pain, du vin, des légumes. Quand nous sommes revenus, la maison semblait figée. Le silence y régnait, épais, presque irréel. Ma mère était assise sur le canapé, Mathis dans ses bras, endormie. « Il vient juste de s'assoupir », chuchota-t-elle. « C'est un ange. » Mais son sourire m'a glacé. Je n'ai pas su pourquoi, pas tout de suite. Une angoisse sourde s'est installée en moi. Élise, elle, s'est approchée pour reprendre le bébé. Sa main a tremblé légèrement. Cette nuit-là, Mathis a pleuré plus que d'habitude. Il se tordait, gémit, puis s'est calmé après qu'Élise lui eut donné à boire. « Peut-être les dents, » murmurai-je. Mais au fond, quelque chose n'allait pas. Les jours suivants ont été flous, une succession de visages inquiets, de visites médicales, de nuits blanches. Mathis avait de la fièvre. Les médecins disaient que ce n'était rien,
une infection virale. Mais son regard changeait, sa peau devenait pâle et son corps semblait se vider de vie. Puis, un matin, à l'hôpital Necker à Paris, tout s'est arrêté. Une infirmière est entrée, ses yeux humides. J'ai compris avant qu'elle parle. Mon fils était mort. Je ne me souviens plus de ce qui a suivi, seulement les cris d'Élise, mes mains tremblantes, les murs blancs, la sensation d'un trou béant dans ma poitrine. La douleur n'a pas de forme. Elle avale tout. Les semaines ont passé. Nous avons enterré Mathis au cimetière du Père-Lachaise, sous un érable rouge. Je restais là chaque jour, incapable de partir. Élise ne parlait presque plus. Sa voix s'était brisée. Pendant un temps, j'ai voulu croire à un accident. Je refusais d'imaginer autre chose. Mais certaines choses ne collèrent pas. Le comportement de mes parents ce jour-là. Le silence de ma mère au téléphone. Les questions insistantes de mon père sur mon assurance vie, sur le futur de ma société. Puis un soir, alors que je rentrais tard du bureau, j'ai trouvé Élise assise devant son ordinateur, le visage livide. Elle venait de consulter les images des caméras de sécurité que j'avais fait installer chez mes parents, une habitude professionnelle pour surveiller les maisons de vacances. Sur l'écran, ma mère apparaissait dans la cuisine. Elle ouvrait un petit bocal en verre, sans étiquette, et en prélevait une pincée de poudre qu'elle saupoudrait discrètement sur la purée de légumes de Mathis. Son regard, nerveux, balayait la pièce. Puis elle rangeait le bocal dans la poche de son tablier. Je me suis senti glacé. « Mon Dieu !» murmurai-je. Élise me regardait, les larmes aux yeux. « Adrien, ils nous ont empoisonnés. » Tout s'est effondré à ce moment-là. Je n'entendais plus rien, juste mon cœur battant trop fort. Le lendemain, pendant que mes parents étaient repartis au marché, je suis retourné à la villa de Dinard. Dans le placard de la cuisine, j'ai trouvé le bocal. J'en ai prélevé un échantillon et l'ai envoyé à un laboratoire privé à Paris, un contact de ma société. Les résultats sont tombés 3 jours plus tard. C'était bien un poison lent, provoquant des lésions neurologiques et hépatiques à long terme. Presque indétectable. Je me suis assis à mon bureau, incapable de respirer. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille venait de voler en éclats. Ils avaient tué mon fils. Et ils tentaient maintenant de nous tuer, Élise et moi. Je suis resté là des heures, la tête entre les mains, à regarder le rapport du laboratoire. Puis, j'ai senti quelque chose de nouveau se lever en moi. Pas de la tristesse, pas même de la colère, mais une détermination froide. Ils vont payer, ai-je murmuré. Pour Mathis, pour tout. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. Chaque minute semblait étirée jusqu'à la douleur, chaque respiration pesait comme une pierre. Je vivais dans une attente fiévreuse, entre la peur et la certitude. Je savais déjà que les résultats du laboratoire ne m'apporteraient pas la paix, seulement la preuve irréfutable de ce que mon instinct hurlait depuis des semaines. Quand le mail arriva, un matin gris de novembre, je restai un moment sans l'ouvrir. Je le regardais, simplement, comme on fixe une arme. Puis je cliquais. Les mots s'affichèrent lentement, clairs, techniques, impitoyables. Présence confirmée d'un agent toxique à action lente, altération hépatique et neurologique progressive. Je relus la phrase encore et encore, incapable d'y croire. Je sentis le sol disparaître sous mes pieds. J'ai crié. Pas un cri de rage, ni de douleur, un cri d'homme qui tombe dans un vide sans fin. Élise accourut. Quand elle vit l'écran, elle porta une main à sa bouche, les yeux grands ouverts. Puis elle s'assit à côté de moi, sans un mot. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel hurlement. « Ils ont tué Mathis », dis-je enfin, la voix étranglée. « Adrien », murmura-t-elle. Je la regardai. Elle tremblait. Pendant des heures, nous avons tourné en rond dans la maison, sans savoir quoi faire. Je voulais tout casser, tout brûler. Mais une autre partie de moi, froide, méthodique, prenait déjà le dessus. Je ne pouvais pas me permettre de perdre le contrôle. Pas maintenant. Je rassemblais les vidéos des caméras, celle où ma mère manipulait le bocal, celle, plus ancienne, où mon père bricolait ma voiture avant l'accident. Car oui, il y avait eu cet accident, quelques mois plus tôt, sur une route de campagne, quand les freins avaient soudainement lâché. Élise et moi en étions sortis avec des blessures légères.
À l'époque, j'avais cru à un coup du sort. À présent, je savais. Je passais la nuit à revoir ces images, une à une. Chaque geste, chaque regard, devenait une pièce d'un puzzle monstrueux. Ils n'étaient plus mes parents. Ils étaient mes assassins. Le matin suivant, je pris une décision. Je ne voulais pas agir dans la haine, ni me venger à la manière d'un homme ordinaire. Je voulais la justice. Mais pour cela, il fallait être plus malin qu'eux, plus précis, plus froid. Je contactai Sarah Bernard, une avocate pénaliste que j'avais rencontrée lors d'un gala à Paris. Une femme redoutable, à la voix douce, mais au regard d'acier. Je lui envoyai un message simple. « Sarah, j'ai besoin de vous. Il s'agit de meurtre. » Elle me rappela 2 heures plus tard. Sa voix, au téléphone, ne trahissait aucune surprise. « Je suis dans mon cabinet. Venez tout de suite. » Je lui remis le dossier complet. Vidéo, rapport, extrait bancaire, relevé de transfert d'argent. Elle écouta sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet noir. Puis, elle leva les yeux. « Ce que vous avez là, Adrien, c'est une bombe. »« Je veux qu'ils paient, » répondis-je. « Ils paieront, » dit-elle calmement. « Mais il faut le faire correctement. Nous devons organiser une confrontation, avec la police présente, pour obtenir des aveux directs. » Je hochai la tête. Elle appela un commissaire de ses contacts, le capitaine Michel Durand, un homme de confiance. Ils mirent en place un plan. Le soir même, Élise et moi étions invités à dîner chez mes parents à Dinard. J'avais accepté, jouant le fils repentant. Il ne se doutait de rien. Je sentais dans ma poitrine battre 2 cœurs à la fois, celui du fils blessé et celui de l'homme prêt à se battre. Le dîner eut lieu 3 jours plus tard. Le ciel s'était couvert d'un voile d'encre. Le vent du large hurlait contre les vitres de la villa. Élise était nerveuse, mais sa main dans la mienne me rappelait que nous n'étions plus seuls. Sarah et le capitaine Durand arrivaient un peu plus tard, se faisant passer pour des amis de travail. Ma mère avait préparé un gratin et un rôti, son plat spécial. Je la regardais s'affairer dans la cuisine, son sourire presque trop parfait. Je savais maintenant ce que ce sourire cachait. « Adrien, Élise, asseyez-vous, » disait-elle gaiement. « J'ai fait votre plat préféré. » Mon père ouvrit une bouteille de vin, toujours dans son rôle d'hôte charmant. Je l'observais. Ses gestes trahissaient une nervosité contenue. Il parlait trop, riait trop fort. Quand Sarah et Durand arrivèrent, ma mère se figea une seconde. « Un policier ?» demanda-t-elle, remarquant la plaque sous le manteau du capitaine. Je souris. « Oui, maman. Un ami. Tu sais, dans mon domaine, on en rencontre. » Nous nous installâmes. Personne ne mangeait vraiment. L'air vibrait d'une tension presque électrique. Je laissai passer quelques minutes, puis je pris la télécommande. L'écran plat du salon s'alluma. J'avais préparé la vidéo. Ma mère apparut, sur l'écran, dans sa cuisine. Le bocal, le geste, la poudre, l'ombre d'un sourire. Le silence tomba, brutal, coupant. Mon père blêmit. « C'est quoi ça ?» bredouilla-t-il. « Tu sais très bien ce que c'est, dis-je. » Ma voix tremblait à peine. « C'est le moment où toi et maman avez commencé à tuer ma famille. » Ma mère porta une main à sa bouche. « Adrien, Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. » Elle éclata en sanglots. « Ton père m'a forcé. Il disait qu'on avait besoin d'argent. Que tu avais trop. Que tu pouvais partager. » Je la fixais. Ses larmes ne me touchaient en plus. Le capitaine Durand, silencieux, avait commencé à enregistrer la scène. Sarah prit la parole. « Madame Morel, vous venez d'admettre avoir participé à un empoisonnement prémédité. Voulez-vous confirmer vos paroles ?» Ma mère se tut, tétanisée. Mon père, lui, se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est faux !» cria-t-il. Il se précipita vers la porte. Durand le plaqua au sol en un geste sec, menottes sorties. Dehors, les gyrophares bleus éclairaient déjà la nuit. Ma mère s'effondra. « Je n'ai jamais voulu que Mathis meure. Ce n'était pas prévu. » Mais il n'y avait plus rien à dire. Tout était fini. Ils furent emmenés dans la nuit, menottés, tandis que le vent du large balayait les cris. Élise s'effondra dans mes bras. Je n'avais plus de larmes, seulement un vide immense.
La nuit de leur arrestation, je n'ai pas dormi, ni Élise. Nous sommes restés assis dans le salon, les lumières éteintes, à écouter le bruit du vent contre les vitres. La mer grondait au loin comme une bête prisonnière. Je n'arrivais pas à comprendre comment deux êtres humains, mes propres parents, avaient-ils pu franchir une limite aussi absolue. Je repensais à mon enfance, les repas glacés, les regards durs, les cris de mon père. Mais jamais, jamais, je n'aurais cru qu'ils iraient jusqu'à la mort. Et pourtant, les preuves étaient là, implacables. Mon fils, mon petit Mathis, n'était pas mort par malchance. Il avait été sacrifié. Le capitaine Durand m'avait expliqué que la justice serait lente, mais solide. Ce genre d'affaire prend du temps, avait-il dit. Mais avec les vidéos, les rapports toxicaux, les aveux, ils ne s'en sortiront pas. Le lendemain, l'information avait éclaté dans la presse. Scandale familial en Bretagne. Un couple arrêté pour l'empoisonnement de leur fils et la mort de leur petit-fils. Les journaux, les radios, les chaînes de télévision s'étaient emparés de l'affaire. Mon nom était partout. Adrien Morel, entrepreneur à succès, victime d'une tentative d'assassinat par ses propres parents. Je détestais ces mots. Je détestais cette lumière froide de la médiatisation. Je voulais juste disparaître. Mais c'était impossible. Les reporters campaient devant notre immeuble parisien. Des caméras cherchaient à capter le moindre geste, le moindre regard. Les voisins murmuraient dans les couloirs. Élise, elle, s'efforçait de rester droite. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, c'était pour m'ancrer dans le présent. « Adrien, on doit tenir. Pour nous, pour lui. » Elle ne prononçait presque jamais le nom de Mathis. C'était encore trop douloureux. Pendant les semaines suivantes, nous avons tout revécu. Les auditions, les reconstitutions, les confrontations. La gendarmerie de Saint-Malo nous convoquait régulièrement. Chaque fois, je revoyais leur visage. Mon père, impassible, méprisant. Ma mère, éplorée, jouant la victime. Un jour, lors d'une confrontation officielle, elle m'a dit « Adrien, je te jure que je ne voulais pas. Ton père m'a obligé. Je n'avais pas le choix. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Tu avais le choix, maman. Tu aurais pu dire non. Tu aurais pu sauver ton petit-fils. » Elle a baissé la tête. Plus un mot. Le procès a été fixé pour le 5 mars de l'année suivante, au tribunal de Rennes. L'attente a été une torture. Chaque matin, je me réveillais avec cette angoisse. Et si quelque chose tournait mal? Et si la justice échouait? Mais Sarah, mon avocate, était confiante. Elle préparait le dossier avec une rigueur glaciale. Les experts médico-légaux confirmèrent le poison. Les enregistrements vidéo étaient clairs. Même les appels téléphoniques interceptés entre mes parents montraient leur cupidité. Ils parlaient d'héritage, de parts d'entreprise, d'assurance vie. Les mois ont passé. Entre-temps, Élise et moi avons quitté Paris. Nous ne supportions plus la ville, son bruit, son regard curieux. Nous avons loué une petite maison à Honfleur, face à la mer. Les marées rythmaient nos journées. Le silence nous guérissait, lentement. Mais chaque soir, avant de dormir, je voyais encore le visage de Mathis. Son rire, ses yeux, et le vide. Le jour du procès, la cour était pleine. Journalistes, curieux, famille. Les flashs crépitaient dès que nous avons franchi la porte. Élise tenait ma main, tremblante mais déterminée. Elle portait une robe noire simple, sans bijoux. Moi, j'avais mis un costume sombre, celui que je portais à l'enterrement de notre fils. Quand mes parents sont entrés, escortés par les gendarmes, la salle s'est figée. Ma mère semblait avoir vieilli de 20 ans. Mon père gardait ce masque froid, ce regard vide que je connaissais trop bien. Le président du tribunal, un homme sec et précis, prit la parole. Audience du tribunal correctionnel de Rennes. Affaire numéro 1473. Morel contre Morel. Le procès dura 4 jours. 4 jours d'enfer. Chaque minute rallumait une blessure. Les experts vinrent déposer, les médecins légistes, les chimistes, les enquêteurs. Les vidéos furent projetées sur grand écran. La salle entière retenait son souffle. Quand l'image de ma mère manipulant le bocal apparut, un murmure parcourut le public. Moi, je fixais l'écran sans ciller,
Je voulais graver à jamais ce moment où toute illusion s'était brisée. Sarah plaida avec la force tranquille d'une lame. « Ce n'est pas seulement une affaire d'héritage, dit-elle. C'est une tragédie humaine, une dévoration morale. » Elle cita les rapports, lut les messages, montra les transferts bancaires. Elle parlait d'amour corrompu, de liens familiaux dévorés par la cupidité. La défense tenta de plaider la folie. Mon père aurait perdu la raison. Ma mère aurait agi sous emprise. Mais rien ne tenait. Les faits étaient trop clairs. Le dernier jour, le président me donna la parole. Je me levai, les jambes tremblantes. « Monsieur le Président, commençai-je, je ne suis pas ici pour la vengeance. Je suis ici pour la vérité. » Je parlais longuement, de Mathis, de mon enfance, de la peur, de la trahison, de ce que cela fait de voir ses parents transformer la vie en poison. La salle pleurait en silence. Puis vint le verdict. Le juge, d'une voix grave, lut lentement. Sur le chef d'accusation de meurtre avec préméditation, le tribunal déclare André et Claire Morel coupables. Sur les chefs de tentative d'homicide et d'empoisonnement aggravé, coupables. Peine, réclusion criminelle à perpétuité. Je ne ressentis ni joie ni soulagement. Seulement un vide immense. La justice avait parlé, mais rien ne ramènerait mon fils. Les mois suivants furent silencieux. Élise et moi sommes retournés à Honfleur, cherchant à reconstruire une vie parmi les ruines. Nous avons commencé une thérapie de couple, non pas parce que nous étions fâchés, mais parce que nous étions brisés. Nous marchions chaque matin sur la plage, main dans la main, laissant la mer emporter ce qu'il restait de nos peurs. Un jour, alors que le vent portait une odeur de sel et de printemps, Élise s'est arrêtée. Elle m'a pris la main et m'a dit « Adrien, je suis enceinte. » J'ai cru que le monde s'ouvrait à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas de douleur, mais d'espoir. Je l'ai serrée dans mes bras, tremblant. Elle souriait, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas un remplaçant pour Mathis, » a-t-elle murmuré. « C'est une nouvelle lumière. » Je savais qu'elle avait raison. Mais j'avais peur. Peur d'aimer encore. Peur de perdre encore. Les mois ont passé. Nous avons aménagé la chambre du futur bébé. Élise la décorait de couleurs douces, de petites étoiles peintes à la main. Je restais souvent sur le seuil, à la regarder travailler, le cœur serré. Chaque geste d'elle réchauffait un peu la maison. En novembre, elle a donné naissance à un petit garçon. Nous l'avons appelé Léo. Quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai senti quelque chose renaître. Pas la même chose qu'avant. Autre chose. Une paix fragile, nouvelle. 1 an plus tard, Élise et moi avons fondé une association. Les Ailes de Mathis. Elle aide les familles ayant perdu un enfant dans des circonstances tragiques. Nous finançons des campagnes de prévention, des ateliers sur la sécurité domestique, des conférences sur la reconstruction psychologique. Chaque fois que je prends la parole, je sens la gorge se serrer. Mais je parle. Parce qu'il faut que d'autres entendent. À la fin de chaque conférence, Élise conclut toujours avec ces mots. La famille, ce n'est pas le sang. C'est l'amour, la loyauté et la protection. Faites confiance à votre instinct. Je la regarde, fière. Et dans ces moments-là, je crois voir Mathis, quelque part dans la lumière, sourire. Les années ont passé. 3 ans pour être exact. Le temps ne guérit pas les plaies. Il les polit, les rend supportables. Il transforme la brûlure en cicatrice. Mais la peau, dessous, reste sensible. Nous vivons toujours à Honfleur, dans la petite maison blanche sur la falaise. Chaque matin, la mer nous salue d'un éclat argenté. Élise a retrouvé le sourire. Léo court dans le jardin, riant aux éclats, sa tignasse dorée flottant dans le vent. Parfois, il s'arrête, lève les yeux vers le ciel et dit « Papa, regarde !» Mathis nous regarde. Je reste muet. Je sens mes yeux se mouiller, mais je hoche la tête. Oui, mon garçon. Il veille sur nous. Il a 3 ans, et déjà cette intuition douce que possèdent les enfants, cette façon d'apercevoir l'invisible. Je me surprends parfois à lui parler, à lui dire des choses qu'il ne comprendra que bien plus tard. Que la vie peut être cruelle, que le pardon n'est pas une faiblesse, mais aussi que l'amour, quand il est vrai, sauve tout. Le soir, Élise et moi allumons une petite lampe près de la fenêtre. Nous disons que c'est
la lumière de Matisse. Elle brille toute la nuit, comme un phare miniature dans l'obscurité. C'est un rituel, une manière de lui dire qu'on ne l'a jamais oublié. Un jour de juillet, exactement le 14, la fête nationale, nous avons décidé de retourner à Dinard, là où tout avait commencé. Ce n'était pas une décision facile, mais j'en avais besoin. Je voulais affronter les fantômes, les regarder en face. Nous avons pris la route à l'aube. Léo dormait à l'arrière, serrant son doudou contre lui. La mer se dessinait à l'horizon, bleu pâle sous le ciel d'été. Quand nous sommes arrivés, la villa de mes parents était vide depuis longtemps, vendue aux enchères après le procès. Les nouveaux propriétaires l'avaient entièrement rénovée, repeinte en gris clair. Elle semblait méconnaissable. Je suis resté devant la grille, immobile. L'air sentait l'iode et la mémoire. Je pensais à cette journée tragique, à ce court instant où j'avais laissé mon fils dans les bras de ma mère. 15 minutes. 15 minutes qui avaient suffi à tout détruire. Élise m'a pris la main. « Tu veux entrer » a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Non, ce lieu appartient au passé. Nous, on est vivants. Nous avons marché jusqu'à la plage. Le vent soufflait fort, mais le soleil était chaud. Je me suis assis dans le sable. Léo a couru vers l'eau, riant aux éclats. Élise s'est assise à côté de moi, posant sa tête sur mon épaule. Nous n'avons rien dit. Le silence suffisait. Dans le ciel, les premiers feux d'artifice ont éclaté. Rouge, bleu, doré. Les gens applaudissaient sur la digue. Pour beaucoup, c'était la fête de la liberté. Pour moi, c'était la fête de la résilience. Je pensais à la liberté d'aimer sans peur, à celle de recommencer, même après l'impensable. Le soir, de retour à Honfleur, j'ai reçu une lettre. Un courrier officiel du ministère de la Justice. Elle annonçait que mes parents avaient tenté de faire appel, mais que la Cour de cassation avait confirmé leur peine. Perpétuité sans possibilité de réduction. Je suis resté longtemps à regarder la feuille. Puis je l'ai pliée, calmement, et rangée dans un tiroir que je ne rouvrirai jamais. Je n'éprouvais plus de haine. Juste un vide neutre, comme si leur existence m'était devenue étrangère. Ils étaient morts pour moi, depuis longtemps déjà. Quelques semaines plus tard, Élise a organisé, sans me prévenir, une petite cérémonie à la mémoire de Matisse. Nous avons invité quelques amis, des familles aidées par notre fondation Les Ailes de Matisse. Dans le jardin, elle avait suspendu des guirlandes de lumière, planté des roses blanches autour d'un petit olivier. Au centre, une plaque de pierre portait simplement ces mots. À Matisse, notre lumière, notre souffle, notre étoile. Je n'ai pas pu parler. Mais quand tout le monde est parti, je me suis assis seul, sous l'arbre. Le vent faisait bruisser les feuilles. Et j'ai cru entendre le rire de mon fils, quelque part dans le souffle du soir. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. L'association a grandi. Nous avons ouvert un bureau à Paris, puis un autre à Lyon. Chaque semaine, des lettres arrivaient de parents qui avaient perdu un enfant. Certains écrivaient pour nous remercier, d'autres pour simplement partager leur douleur. Je leur répondais tous, patiemment, parce que je savais que chaque mot pouvait être une main tendue. Élise, elle, est devenue le visage public du mouvement. Elle parle souvent à la télévision, avec cette voix douce et ferme qui inspire confiance. Quand je la regarde, je me dis qu'elle est la preuve que la lumière existe, même après les ténèbres les plus épaisses. Un soir d'hiver, alors que Léo dormait, je suis monté dans mon bureau. Sur le mur, j'avais accroché 2 photos, celle de Matisse, souriant, tenant son petit camion rouge, et celle de Léo, debout sur la plage, les bras ouverts face à la mer. Entre les deux, un espace vide, volontaire. Un silence entre 2 vies. Je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas un livre de colère. Pas un témoignage pour les tribunaux. Mais une lettre pour mes 2 fils. À Matisse, mon premier souffle. À Léo, ma seconde chance. Je vous écris pour vous dire que la vie n'est pas faite pour être comprise, mais pour être vécue. Qu'elle peut briser, trahir, détruire et pourtant redonner. Je vous écris pour vous dire que j'ai aimé, que j'ai souffert, mais que j'ai survécu. Et que c'est cela, le vrai miracle. Je signais
Adrien Morel, père de 2 fils, vivant. Puis j'ai éteint la lampe. Dehors, la mer s'étendait, noire et calme. Le monde semblait respirer lentement. Je suis allé dans la chambre. Élise dormait, paisible, sa main posée sur le ventre. Elle m'avait annoncé, quelques jours plus tôt, qu'elle attendait un second enfant. Je me suis allongé près d'elle, et, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas pensé à la mort. J'ai pensé à demain, à la vie.